C'est une rencontre et une alliance qui risque de faire énormément parler. Mohammed Ben Salman, le prince héritier et dirigeant d'Arabie Saoudite, a effectué ce mardi sa première visite aux États-Unis depuis 2018. Il a été accueilli en grande pompe par le président américain. Donald Trump l'a notamment défendu face aux nombreuses critiques et aux vrais scandales dont il est accusé. Mais alors, de quoi parle-t-on? Pourquoi cette rencontre est aussi importante pour les deux? Bref, on va analyser tout ça. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc le sujet à la une des actualités du jour, avant de voir ensuite le reste de l'actualité. Alors Mohammed Ben Salman, qu'on appelle aussi MBS, il a été très bien reçu, je le disais, à son arrivée à Washington DC, la capitale des États-Unis. Il a notamment été accueilli par des soldats à cheval, des coups de canon ou encore un survol d'avions de combat américains. Cet accueil, il est assez inédit, surtout quand on sait qu'en 2018, l'ancien président des États-Unis, Joe Biden, considérait le prince héritier comme un paria et voulait exclure Mohammed Ben Salman de toute relation avec les États-Unis. Mais alors pourquoi un tel positionnement à l'époque? Pour le comprendre, il faut en fait mieux comprendre qui est Mohammed Ben Salman. En fait, son image est aujourd'hui entachée par de nombreux scandales et de nombreuses affaires. On va pas avoir le temps de toutes les citer, mais la première que l'on peut noter, c'est le rôle de l'Arabie Saoudite dans la guerre au Yémen. Le Yémen, c'est donc un pays de la péninsule d'Arabie qui est frontalier avec l'Arabie Saoudite. Alors sans rentrer dans tous les détails, en fait en 2015, une alliance menée par l'Arabie Saoudite va intervenir dans le conflit au Yémen pour soutenir le gouvernement contre les rebelles Houthis. On en a déjà parlé sur la chaîne. Et en fait, des bombardements de cette alliance, ils ont touché directement des civils, des bombardements qui ont été dénoncés par diverses ONG comme étant des violations du droit humanitaire. Et encore aujourd'hui, la guerre au Yémen a fait au moins 400 000 morts, près de 20 millions de personnes aussi dépendent de l'aide humanitaire selon l'ONU. Si vous voulez en savoir plus, on vous met des liens en description, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais donc l'Arabie Saoudite est pointée du doigt déjà pour son implication dans cette guerre. Mais la deuxième affaire marquante qui a véritablement mené Joe Biden à se distancer de Mohammed Ben Salman, c'est l'assassinat en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi, qui est un critique du pouvoir saoudien, qui a été assassiné dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul par des agents de l'Arabie Saoudite. Son corps démembré n'a jamais été retrouvé. Alors des enquêtes de l'Organisation des Nations Unies ou encore de la CIA ont conclu que l'opération avait été ordonnée ou validée au plus haut niveau de l'État de l'Arabie Saoudite, notamment par Mohammed Ben Salman. Alors ce qu'on peut noter, c'est que dans un premier temps, le gouvernement saoudien avait nié l'assassinat avant finalement d'affirmer qu'il avait été commis par des agents saoudiens agissant seuls. Bon, et au-delà de ces deux affaires, Mohammed Ben Salman est aussi accusé par plusieurs ONG de violations graves et systématiques des droits humains dans son pays, notamment une discrimination structurelle envers les femmes ou encore des violations des droits des travailleurs étrangers. On a notamment parlé aussi des nombreuses critiques de son projet de ville futuriste qui s'appelle Neom. Enfin, on peut noter aussi une forme de répression en interne. Il y a eu d'ailleurs une enquête assez intéressante sur le sujet, une enquête qui était sortie sous forme de livre. Je vous le recommande, le nom du livre, si ça vous intéresse, c'est Blood and Oil. Donc en français, ça a été publié sous le nom du pétrole et du sang. Et c'est un livre enquête qui est signé par Bradley Hope et Justin Check. Bref, c'est donc dans ce contexte-là que Mohammed Ben Salman s'est rendu aux États-Unis ce mardi. Et dans le cadre de cette rencontre, Trump a de nombreuses fois tenu à défendre celui qu'il qualifie de très bon ami. Par exemple, interrogé au sujet de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, eh bien Donald Trump a vigoureusement défendu Mohammed Ben Salman en affirmant que le prince, je cite, n'était au courant de rien, à rebours donc de nombreuses enquêtes sur le sujet. Il a également ajouté que ce que fait Mohammed Ben Salman est incroyable, tant, je cite, en matière de droits humains que tout le reste. Bon là, voilà, je pense que ça se passe de commentaires. De son côté, Mohammed Ben Salman a également tenu à répondre en affirmant que son pays avait mené, selon lui, toutes les investigations nécessaires sur le crime, qu'il estime être, je cite, une affaire douloureuse et une énorme erreur. Et selon lui, le système a aussi été amélioré pour ne plus jamais connaître un tel événement. Mais alors pourquoi est-ce que Trump cherche autant à défendre Mohammed Ben Salman? Eh bien en fait, il y a plusieurs raisons. Évidemment, si Mohammed Ben Salman était aux États-Unis, c'était pas uniquement pour répondre à des questions de journalistes ou pour voir des avions défiler au-dessus de sa tête. Évidemment, il était présent pour signer des accords. Les deux États, donc les États-Unis et l'Arabie Saoudite, ont notamment ratifié une déclaration commune qui renforce la coopération entre les deux pays en matière de nucléaire civil et en matière de technologie. Donald Trump a également donné son feu vert à de futures ventes de F-35 à l'Arabie Saoudite. Donc c'est des avions de combat américains qui vont être achetés par l'Arabie Saoudite. En échange, le prince héritier Ben Salman a promis de porter à 1 000 milliards de dollars
dollars le montant des futurs investissements saoudiens, en particulier dans la défense et l'intelligence artificielle aux États-Unis, comme Donald Trump le réclamait. Mais au-delà de ces accords, beaucoup estiment que Trump cherche à se rapprocher de MBS pour espérer en retour que l'Arabie Saoudite signe les accords d'Abraham. Alors on en a déjà parlé, les accords d'Abraham, c'est des accords qui visent à normaliser les relations entre certains pays arabes et Israël. Et par exemple, l'Arabie Saoudite ne reconnaît officiellement pas Israël. Un accord donc, comme les accords d'Abraham des États-Unis, vise justement à faire en sorte qu'ils reconnaissent Israël. Alors sur ce sujet, on peut noter la réaction de MBS. MBS a exprimé ce mardi soir sa volonté de faire partie de ces accords, mais il a affirmé vouloir s'assurer que cette normalisation des relations entre les deux pays allait s'accompagner, je cite, d'une garantie crédible pour la création d'un État palestinien dans le cadre donc d'une solution à deux États, donc d'un côté un État israélien, de l'autre côté un État palestinien. Enfin, dernière chose qu'on peut noter qui pourrait expliquer les relations entre les deux dirigeants, Donald Trump pourrait aussi chercher à faire fructifier son propre business. En effet, Donald Trump et plus particulièrement en fait ses deux fils dirigent ensemble un véritable empire de l'immobilier dans la région, et donc il pourrait y avoir derrière un enjeu de rapprochement et de nouveaux contrats, et c'est pas quelque chose de nouveau. On a déjà publié une longue vidéo sur le sujet qui est disponible sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format que je vous mets en description, une vidéo où on montre très clairement la façon dont Donald Trump profite de ses contacts à l'étranger pour faire fructifier ses affaires, notamment immobilières. Bon, et dernier point quand même qu'il faut noter pour le contexte, les États-Unis, ça reste aussi l'un des principaux garants de la sécurité de l'Arabie Saoudite, et je vous passe les détails, mais en fait c'est un accord qui remonte à longtemps maintenant. L'Arabie Saoudite étant le premier exportateur mondial de pétrole, et bien en fait en échange les États-Unis assurent une forme de protection militaire au royaume. Tout ça permet en fait aux États-Unis de garder une sorte de mainmise sur la région, de rapprochement donc avec l'Arabie Saoudite, alors qu'en parallèle la Russie ou encore la Chine tentent d'exercer une influence importante sur la région. Et là on a parlé donc de Trump et de MBS puisque donc c'est le sujet forcément à la une de l'actualité, mais on peut noter que MBS depuis plusieurs années il est dans cette volonté comme ça de réhabiliter en quelque sorte son pays et de renouer des relations diplomatiques. On peut noter d'ailleurs qu'en 2023 il avait été reçu par Emmanuel Macron, on avait eu l'occasion d'en parler longuement à l'époque. Quoi qu'il en soit évidemment on suivra l'évolution de la situation, que ce soit sur YouTube et en podcast audio, je pense que vous le savez. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le dossier d'enquête sur le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein va bientôt être publié. Les députés et sénateurs américains ont voté une loi qui ordonne au ministère de la Justice de publier tous les documents et archives le concernant. Jeffrey Epstein, c'est un financier accusé d'avoir été à la tête d'un important trafic sexuel de filles mineures pendant plusieurs années. Il a été retrouvé mort pendu en prison en 2019 avant que son procès ne puisse avoir lieu. C'est désormais à Donald Trump de promulguer cette loi. Il a déjà confirmé qu'il le ferait. Pourtant, il s'était longtemps opposé à ce texte. Il faut savoir que les deux hommes ont longtemps été très proches avant que leur relation ne se tende dans les années 2000. La semaine dernière, 3 mails obtenus et rendus publics par des élus démocrates, donc du camp opposé à Donald Trump, laissaient entendre que le président américain était au courant pour les filles et avait, je cite, passé plusieurs heures au domicile d'Epstein avec l'une des victimes. De son côté, Donald Trump a toujours démenti avoir eu connaissance des activités criminelles du financier. On suivra tout ça. Deuxième actu, au moins 25 personnes ont été tuées, dont 3 enfants et une centaine d'autres blessés en Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, après des attaques de drones et de missiles russes selon la police nationale ukrainienne. Tout le pays est actuellement en état d'alerte. La Russie a lancé plusieurs frappes aériennes, notamment sur la ville de Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine. Des immeubles résidentiels ont été touchés, des incendies et des effondrements se sont déclarés. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières sur cette capitale régionale depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. À Kharkiv, à l'est de l'Ukraine, les drones russes ont frappé pour la 3e nuit consécutive, faisant au total 46 blessés selon la police régionale. Dans la nuit, l'Ukraine a affirmé avoir neutralisé plus de 570 drones et missiles. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, arrivé en Turquie ce mercredi pour des pourparlers, a estimé que ces attaques montraient, je cite, que la pression sur la Russie est insuffisante. Troisième actu, les tensions montent entre la Chine et le Japon après que la nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a exprimé son soutien à Taïwan devant le Parlement. Début novembre, elle avait déclaré que des attaques chinoises contre l'île pourraient justifier l'envoi de troupes japonaises, s'appuyant sur une loi adoptée en 2015 qui lui permet d'utiliser son droit à la défense collective sous certaines conditions. Alors on va pas rentrer dans les détails, mais Taïwan a un statut un petit peu particulier. C'est une démocratie qui possède son propre gouvernement, ses propres lois, son armée, sa propre économie, mais qui pour autant n'est pas reconnue comme un État par l'Organisation des Nations Unies, la Chine considérant qu'elle fait partie de son territoire. La déclaration de la ministre japonaise est donc considérée comme une provocation par la Chine qui a déconseillé à ses ressortissants tout voyage au Japon, mentionnant, je cite, des risques importants
pour leur sécurité. Au total, plus de 500 000 billets auraient déjà été annulés selon des médias d'État. À savoir que les touristes chinois représentent la première source de visiteurs étrangers au Japon, selon des chiffres officiels japonais. Pour apaiser les tensions, une réunion a eu lieu ce mardi à Pékin entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Le Japon s'est dit, je cite, ouvert au dialogue, mais la Chine l'accuse de répéter les mêmes propos erronés que sa première ministre. Si vous voulez en savoir plus, c'était notre sujet de une ce vendredi. Quatrième actu, les violences policières ont augmenté de presque 60% depuis 2016 selon un rapport de l'ONG Flagrant Déni publié ce mardi. Dans le même temps, le taux d'élucidation de ces dossiers a chuté de 25% entre 2016 et 2024. L'ONG, qui milite notamment contre les violences policières, affirme que seulement 10% des enquêtes pénales visant des policiers sont réellement traitées par l'IGPN, la police des polices. Les 90% restants sont confiés à des cellules locales de déontologie ou à des services de police judiciaire locaux. Ces structures sont placées sous l'autorité des directeurs départementaux et sont donc chargées de mener des enquêtes à l'encontre de leurs propres collègues, ce que dénonce l'ONG. Elle demande notamment la création d'un corps d'enquêteurs totalement indépendant du ministère de l'Intérieur. De son côté, la Direction générale de la police nationale conteste les chiffres de l'étude tout en reconnaissant un manque d'enquêteurs. 20% des postes étaient vacants en septembre 2025. Elle affirme que pour les affaires les plus graves confiées à l'IGPN, le taux d'élucidation serait compris entre 95 et 100%. Le directeur de l'IGPN a quant à lui qualifié sur France Info ce rapport, je cite, de peu documenté, fait de témoignages avec des interprétations biaisées. Cinquième actu, une proposition de loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été déposée par les députés macronistes ce mardi. Ce texte, il propose aussi d'établir un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans de 22h à 8h du matin et d'interdire les smartphones dans les lycées. Ces interdictions ne concerneraient pas les plateformes de messagerie instantanée comme WhatsApp ou Telegram, mais plutôt celles qui se caractérisent par un défilement de vidéos en continu comme TikTok, Instagram, Snapchat ou encore Facebook. Le texte reproche notamment à TikTok d'avoir développé un algorithme particulièrement efficace et dévastateur pouvant avoir un effet délétère sur la santé mentale, notamment celle des plus jeunes. Ces risques ont d'ailleurs été mis en évidence en septembre par la commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques du réseau social chinois. La loi du 7 juillet 2023 pour renforcer la lutte contre la haine en ligne fixe l'âge minimum à 15 ans pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Elle a été promulguée en France mais n'est pas encore appliquée car la Commission européenne a jugé que cette loi n'était pas conforme au droit européen. Ce texte, signé par 121 députés dont l'ex-premier ministre Gabriel Attal, pourrait être examiné début 2026 à l'Assemblée nationale, on suivra ça. Sixième actu, Israël a lancé ce mercredi après-midi plusieurs frappes contre ce que l'armée israélienne considère comme des infrastructures militaires terroristes du mouvement chiite libanais Hezbollah situé au sud du Liban. Quelques heures avant, Israël avait appelé la population à évacuer les alentours de deux bâtiments situés dans les villages de Der Kifa et Shaour selon un communiqué de l'armée. Israël a aussi justifié ces attaques comme, je cite, une réponse aux tentatives illégales du Hezbollah de se rétablir dans la région. Israël a bombardé à plusieurs reprises le Liban ces derniers jours. 13 personnes ont été tuées ce mardi dans un bombardement israélien sur un camp de réfugiés palestiniens situé au sud du Liban, selon le ministère de la Santé libanais. L'armée israélienne le considérait comme un camp d'entraînement du Hamas. Il faut savoir qu'un cessez-le-feu est entré en vigueur en novembre 2024, après plus d'un an de conflit entre Israël et le Hezbollah. Pourtant, l'armée israélienne bombarde régulièrement le Liban, visant ce qu'elle décrit comme des membres ou des installations du Hezbollah, qui est par ailleurs un allié de l'Iran, ennemi juré d'Israël. Et on termine avec cette actu. Un mois jour pour jour après le cambriolage du Louvre, la présidente directrice du musée a annoncé qu'une vingtaine de mesures d'urgence allaient être mises en place dès 2026 lors de son audition à l'Assemblée nationale. Parmi elles, l'installation de 100 caméras extérieures d'ici fin 2026 ou encore la création d'un poste police à l'intérieur du musée. La présidente a reconnu, je cite, l'échec que représente le vol du 19 octobre dernier, au cours duquel 8 bijoux estimés à 88 millions d'euros ont été dérobés en plein jour. Parallèlement, la galerie Campana, qui expose de la céramique grecque antique, a été fermée ce lundi à cause de la fragilité des planchers. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a estimé, je cite, qu'il faudrait presque fermer le musée définitivement pour le remettre totalement aux normes et d'aplomb. Merci beaucoup Blanche. Alors je le disais tout à l'heure, pour plus de vidéos, notamment des interviews et des formats plus longs, rendez-vous directement sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format que je vous mets directement en description. Et on est aussi disponible en version podcast, ça vous permet d'avoir les actualités culturelles, les actualités classiques en quelque sorte, mais aussi mes interviews, le tout sur le même flux de podcast. Vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast ou autre. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci pour votre confiance. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.